Donc, dernière présentation du bloc deuxième bloc de l'avant-midi par Mathieu Boudreau de l'UQAM, qui va porter sur la mise en place d'un programme national d'assurance inondation au Canada, l'analyse des besoins, des coûts et des sources de financement. Mathieu, Antoine. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Et à ceux qui sont en ligne aussi, merci beaucoup d'être connectés. Donc, je tiens d'abord à vous dire, donc, je vais juste. Qu'est-ce qui fonctionne ici pour avancer, reculer? Ça ici, c'est ça. Super. OK, donc, premièrement, donc, ce sont des travaux en collaboration avec mon collègue Michael Bourdeau-Briand, professeur à l'Université Laval, ainsi qu'avec Gabriel Morin, qui est étudiant en fait finissant à la maîtrise mathématiques actuarielles et financières à l'UQAM. Je tiens également à souligner qu'il s'agit d'un travail de recherche, donc d'un projet de recherche qui fait partie d'un plus vaste projet en partenariat avec Sécurité publique Canada et le Bureau d'assurance du Canada. Donc, financé en partie avec le programme CRS-NG Alliance. Donc, ce projet de recherche fait suite aux travaux du groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation. Donc, le projet va toucher, donc, la première année, c'est principalement les enjeux de structuration du programme d'assurance inondation du gouvernement. Donc, faire des évaluations actuarielles et financières, donc en climat présent, mais les 2 autres années, on va vraiment regarder les enjeux liés au changement climatique et à quel point ça peut affecter justement le futur programme d'assurance inondation. OK, donc le plan de présentation aujourd'hui, donc on va faire un bref survol au sujet de la gestion financière des inondations au Canada. Donc, j'imagine qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont très au courant de comment ça fonctionne. Sinon, au moins, on va s'assurer que tout le monde est au courant des mêmes enjeux, puisque ça va nous permettre de mieux comprendre les éléments de discussion vers la toute fin. Section 2 et 3, donc un peu plus d'évaluation actuarielle et financière. Donc, c'est quoi les coûts des inondations et comment on peut construire et paramétrer certains programmes et comment ça affecte les coûts. Donc, c'est vraiment un condensé quand même de plusieurs résultats d'analyse financière et actuarielle. Donc, on va évidemment beaucoup plus loin. Donc, j'ai essayé de garder les éléments clés, puis garder du temps pour justement certains enjeux qui vont un petit peu plus loin que seulement les chiffres pour le programme national d'assurance inondation. OK, donc la gestion financière des inondations au Canada, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, partagée entre plusieurs parties prenantes. Donc, municipalités, provinces et fédérales, les assureurs. Donc, les municipalités ont une responsabilité en termes d'aménagement du territoire, la cartographie, l'entretien des infrastructures. Les provinces, elles, techniquement, devraient encadrer les municipalités par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, elles fournissent également des programmes d'aide financière. Donc, justement, Jonas a discuté juste avant. Le gouvernement fédéral va venir soutenir financièrement les provinces via différents programmes, donc soutenir les provinces et les municipalités. Donc, ce qui m'importe le plus ici, c'est les AFCC, donc les accords d'aide financière en cas de catastrophe. Puis, on a les assureurs qui offrent différents produits d'assurance inondation. Donc, ça aussi, on va en discuter juste après. Donc, en gros, qui paie pourquoi en cas de sinistre au Québec? Donc du côté gauche, ça, c'est si on est chanceux. Donc, si on a souscrit à l'avenant de débordement de cours d'eau et que cet avenant nous était offert, donc techniquement, on devrait d'abord se tourner vers sa compagnie d'assurance. Dans la grande majorité des cas, donc pour les gens qui sont dans les zones inondables, c'est davantage le programme d'aide financière du gouvernement du Québec qui va venir soutenir les sinistrés québécois. Par la suite, il y a une deuxième couche, on voit un petit peu plus bas, dans le fond, en termes de structure de soutien financier en cas de catastrophe majeure. Donc, pour une compagnie d'assurance qui agit plus localement en termes de gestion de risques financiers, qui offre des produits d'assurance, par exemple, seulement au Québec ou au Canada. Donc, on s'attend à ce qu'une grosse partie des pertes soient ensuite réassurées d'un point de vue international par une compagnie de réassurance qui généralement a une perspective beaucoup plus large sur les risques, une capacité de diversification plus intéressante. Et similairement, du point de vue des provinces, quand justement une catastrophe est beaucoup trop grande d'un point de vue financier à assumer, comme c'était le cas en 2017-2019, on a les accords d'aide financière en cas de catastrophe, les AFCC, qui vont venir soutenir les provinces
lorsque les catastrophes sont financièrement trop significatives. Donc, le PGIAF, Jonas en a parlé quand même beaucoup plus en détail d'un point de vue administratif, mais en gros, PGIAF, c'est l'acronyme pour Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels et imminents. Donc, programme qui permet de donner une aide financière de dernier recours aux sinistrés lorsque c'est pas couvert, lorsque le sinistre n'est pas couvert par une assurance. Donc, si on parle de débordement de cours d'eau, la très grande majorité du temps, pour les sinistrés, c'est via le PGIAF que ça va se passer. Donc, on a des indemnités de réparation, de reconstruction et aussi des indemnités pour la relocalisation. Et comme je parlais tantôt dans ma question, donc depuis 2019, donc l'introduction d'une limite à vie vient ainsi limiter, dans le fond, la capacité ou les indemnités lors d'inondations successives. Donc, le sinistré a droit à la pleine aide lors du premier sinistre, sauf que lorsque une limite à vie est atteinte, là, c'est là que le sinistré fait face à un choix qui est quand même difficile là, financièrement à évaluer. Comme je l'ai mentionné, donc quand une catastrophe est trop importante d'un point de vue financier, le gouvernement fédéral va venir soutenir les provinces, donc via des accords d'aide que le fédéral a signés avec chacune des provinces. Donc, une formule de partage des coûts entre la province et le fédéral, une formule qui est progressive. Donc, généralement, quand on y a, donc tout est ramené en termes de nombre d'habitants. Donc, on parle de quelques dollars par habitant en termes de pertes. La catastrophe est assumée financièrement 100% par la province. Mais quand on parle de catastrophe majeure, donc la dernière tranche des pertes financières est généralement assumée en très grande partie par le gouvernement fédéral. Donc, par exemple, en 2017-2019, on parlait en gros de coûts totaux de 400 millions, 500 millions. J'arrondis peut-être beaucoup là, en termes de coûts pour les inondations au Québec, mais là-dessus, il y a une très grande partie qui a été assumée par le gouvernement fédéral, environ 350 millions de dollars. D'un point de vue d'assurance au Canada, donc ce qui est important de savoir, c'est que le débordement de cours d'eau, en fait, l'inondation en général, ce n'est pas couvert dans une police d'assurance habitation de base. Donc, on peut se protéger contre le débordement de cours d'eau ou le refoulement d'égouts via un avenant. Donc, dans le fond, c'est une sous-police, une protection additionnelle qu'on peut souscrire et ajouter à notre police d'assurance habitation. Donc, avant 2015-2016, généralement, cet avenant-là couvrait seulement le refoulement d'égouts jusqu'à ce qu'il y ait les inondations de Calgary en 2013. Le gouvernement fédéral a mis un peu plus de pression sur les assureurs privés pour qu'ils soient plus actifs dans le marché de l'assurance inondation au pays. Donc, on a eu la plupart des assureurs qui ont, la plupart des gros assureurs canadiens qui offrent le produit de débordement de cours d'eau depuis 2015-2016. On parle d'un taux de souscription de 60% environ. Généralement, c'est que la protection du débordement de cours d'eau a été greffée au refoulement d'égouts. Donc, quand c'était pas cher, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont souscrit. Ceci dit, évidemment, on parle d'une assurance privée, donc on a une tarification qui est selon le risque. Donc, généralement, qui est abordable si tu n'es pas dans une zone inondable, donc on est à faible risque ou à risque modéré. Par contre, et là, c'est là le problème, en fait, donc l'assurance inondation n'est pas offerte ni abordable ou bien les protections sont inadéquates pour ceux qui sont à haut risque. Et c'est principalement pour s'attaquer à ce problème-là que le gouvernement fédéral, et ça a passé sur le radar pas mal, dans le budget fédéral de mars 2023, a annoncé, pas vraiment à grande pompe, mais son programme national d'assurance inondation. Je m'attendais à une sortie du fédéral après les inondations au Québec. Je n'ai pas encore rien vu. Donc, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du budget. Donc, chapitre 4, programme national d'assurance inondation, donc, qui pour le moment, donc la transition serait gérée par Sécurité publique et la SCHL avec Finance Canada. Mais l'idée, on parle d'introduction d'une société de la couronne de réassurance et d'un programme de subvention. Donc, les deux seraient distincts. Ça, on va en parler vraiment plus vers la fin aussi. Et l'idée, c'est que la Société de la couronne pourrait aussi pas juste s'occuper d'aléas climatiques, mais probablement aussi de tremblements de terre, puisqu'il y a aussi un déficit d'assurance important au Canada par rapport au CSP. On parle d'un portail d'information sur l'exposition aux inondations. Ça, c'est Ressources naturelles Canada, je crois, qui travaille là-dessus avec Sécurité publique Canada pour tout ramener l'information qui est disponible auprès des municipalités et des provinces pour que ça soit centralisé à un endroit.
et que ça puisse être éventuellement disponible pour monsieur et madame tout le monde, savoir si on est à risque d'inondation. Et on parle aussi de modernisation des AFCC. Ça aussi, on en parlera vers la fin également. OK, donc tout ça, c'est arrivé suite aux travaux du groupe de travail sur l'assurance inondation, sur lequel j'ai également participé. Donc là-dessus, il y a certaines recommandations qui faisaient partie de ce que nous, on avait investigué. OK, donc là, je vais m'approcher un petit peu plus du projet en soi, donc je vais donner une mise en contexte. Maintenant, on va regarder dans le fond le coût des inondations, puis un peu plus le coût de certains programmes d'assurance qui pourraient être potentiellement analysés ou mis en place pour le Canada. Puis il y a justement ce qui a été annoncé dans le budget. Donc, certains éléments de méthodologie, pour nous, c'était extrêmement important d'avoir une modélisation des inondations qui est cohérente partout au pays. Donc, partout au pays. Donc, ici, avec Sécurité publique Canada, ce qui avait été fait dans le groupe de travail avait été chercher des données qui venaient des sorties de modèles de consultants internationaux, ceci dit. Donc, nous, d'un point de vue recherche, on a travaillé avec Catris, qui voulait collaborer avec nous d'un point de vue recherche. Donc, ça couvre le territoire des 10 provinces en entier, une résolution de 100 mètres par 100 mètres. Et ce qui était intéressant et super important pour nous, c'est d'avoir un catalogue stochastique d'événements. Donc, de ne pas juste d'avoir des cartes avec des périodes de retour ainsi que des profondeurs de submersion, mais d'être capable d'évaluer aussi le clustering spatial des inondations, donc à travers les bassins versants, donc dû au climat ou à l'hydrodynamique dans les plus grands bassins. D'un point de vue d'exposition, on travaille sur 10 millions de logements, donc vraiment avec la géolocalisation de chacun des 10 millions de logements. On s'est concentré sur 4 types de logements principalement, ce qui fait que les bâtiments de 5 étages, les complexes avec plusieurs logements, on a exclu ça. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont pour construire une base de données d'exposition avec la géolocalisation, latitude, longitude de chacun des bâtiments, croiser ça avec des valeurs de bâtiments, caractéristiques de bâtiments pour pouvoir éventuellement entrer ça en source dans le modèle de Catris. Donc, quelques statistiques sur ce qu'on a évalué d'un point de vue de risque d'inondation au Canada. Donc, PAM pour perte annuelle moyenne. Donc, au Canada, l'évaluation est en moyenne de 1,4 milliard par année. Donc, ici, on a une distribution par province. Ce qui est super important aussi pour nous d'un point de vue de gestion financière, donc de capitalisation d'un programme d'assurance, donc pour s'assurer de sa solvabilité à long terme, c'est aussi de regarder, dans le fond, la probabilité d'avoir des événements qui coûtent très cher, donc dont la somme des coûts peut s'accumuler très vite sur une année. Donc ici, on a calculé, par exemple, le 95e, 99e et même le 99,9e percentile des coûts totaux à l'échelle de chacune des provinces et à l'échelle du Canada. Donc, par exemple, ici, il y a, à chaque année, il y a une chance sur 100 d'avoir un événement qui peut coûter 13 milliards par année en perte pour des propriétés résidentielles. Donc, c'est comme ça ici qu'on l'interprète. Le risque d'inondation est très concentré dans très peu de propriétés. Donc, on a 40 de la perte annuelle moyenne concentrée dans 1 des bâtiments les plus risqués. Donc, selon notre évaluation. Évidemment, dans un modèle à 100 mètres par 100 mètres, là, on n'a peut-être pas une énorme confiance sur la géolocalisation ou l'attribution de chacun des bâtiments, mais en gros, sur l'ensemble du pays, c'est ce qu'on constate. Donc, il y a une forte concentration du risque dans très peu de bâtiments. Si on regarde le 10 des bâtiments les plus risqués, il y a 80 de la perte annuelle moyenne qui est concentrée là-dedans. Et pourquoi le 10 il est important? Bien, parce que le Bureau d'assurance Canada n'arrête pas de dire mais il y en a 10 des bâtiments qui sont en zone inondable. Si on fait un programme national d'assurance inondation, il faudrait que ce soit pour les gens les plus risqués. Oui, mais on a déjà 80 de la perte annuelle moyenne sur seulement 10 des bâtiments. Même l'étude précédente allait jusqu'à 90 Donc, à quelque part, peut-être qu'on pourrait même réfléchir à ce que ce programme-là soit beaucoup plus vaste en termes de couverture. Donc, l'annonce du gouvernement est un peu indépendante du projet de recherche. On est content que, dans le fond, ce qu'on a fait dans le passé, que le groupe de travail a été inclus dans le budget, mais en gros, dans le fond, là où est-ce qu'on pourrait potentiellement s'en aller en termes d'évaluation de programme. Donc, on veut être dans un contexte où le gouvernement met en place une société indépendante d'assurance ou de réassurance qui vient soit, dans le fond,
qui vient soutenir les provinces là, en termes de gestion financière des risques. Donc, ça serait d'un point de vue réassurance ou bien carrément travailler avec les assureurs pour justement couvrir une bonne partie du risque d'inondation. Donc, ça, c'est des éléments qui restent encore à déterminer. Donc, par exemple, qui serait éligible à ce programme national d'assurance à inondation? Quelles seraient les modalités du contrat? Donc, déductibles, limites, quel genre de couverture qui serait offert? Donc, ça, c'est évidemment encore à déterminer. Donc, en effet, je vais vous présenter quelques évaluations de coûts. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de regarder les coûts annuels récurrents d'un programme d'assurance. Donc, pas au-delà des réclamations, mais aussi les frais de gestion, les frais de réassurance du programme en soi. Puis aussi, d'un point de vue actuariel, c'est super important de savoir combien on doit mettre d'argent de côté lors de l'instigation du nouveau programme, parce qu'on veut que cette société-là puisse vivre d'elle-même le plus possible, être autosuffisante, justement avec les revenus et les dépenses de réclamation. Donc, l'indépendance entre cette société d'assurance et le gouvernement est extrêmement importante. Et c'est ce qu'on a, par exemple, avec la France, là, avec la CCR. Donc, si, par exemple, donc là, ici, on a regardé un scénario, par exemple, où on a une pleine participation, donc les 10 millions de bâtiments pourraient être couverts par ce programme d'assurance, donc avec une limite soit de 300 000 ou pas de limite, ou avec différents niveaux de déductibles, donc 1 000, 5 000, 10 000, 25 000. Donc, on a fait l'évaluation des coûts. Donc, les coûts annuels récurrents seraient entre 1,5 et 2,5 milliards par année. Donc, tantôt, je vous parlais de la perte annuelle moyenne, mais évidemment, cette perte-là est sujette à un déductible et à une limite. Donc, ce qui fait que les coûts de base sont évidemment plus bas, sauf qu'on ajoute par la suite les autres coûts de gestion de cette société de réassurance et ça fait en sorte qu'on a des coûts totaux entre 1,5 et peut-être 2,5 milliards par an. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, on veut que le programme ou la société d'assurance ou de réassurance soit le plus autonome possible. Donc, on doit savoir combien on doit déposer initialement pour pouvoir faire en sorte que donc, les dépôts de primes et le paiement des réclamations, donc sur le court, moyen et long terme, ça demeure autonome et solvable. Donc, ça, pour déterminer ces coûts-là, c'est ce qu'on appelle la capitalisation initiale du régime. C'est super important d'avoir une société qui est autonome et solvable parce que justement, si on regarde aux États-Unis, il y a constamment des interventions du gouvernement pour pouvoir renflouer le National Flood Insurance Program, ce qu'on ne veut pas vivre nécessairement ici. Donc, c'est justement renflouer un régime ou renflouer un programme, ça devient hautement sensible politiquement, donc c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Donc, ici, on parle de plusieurs milliards de dollars qui seraient nécessaires justement pour pouvoir autonomiser ce régime d'assurance. Donc, ce montant-là dépend de beaucoup de choses. Dans le fond, la tolérance du gouvernement face aux risques et au nombre d'interventions. Donc, politique de placement, participation. Donc, qui va participer au régime? Seulement juste ceux à haut risque ou pleine participation, etc. Donc, en termes de capitalisation, juste un petit peu se souvenir qu'il y a toujours un petit peu en anglais, un trade-off. Donc, soit on met beaucoup d'argent initialement pour qu'éventuellement le programme soit solvable et autonome à long terme, ou au contraire, on en met moins initialement, quitte à accepter davantage d'interventions dans les premières années. Donc, c'est le coût principal du régime, c'est de soutenir des catastrophes très importantes dans les premières années lorsqu'on n'a pas assez de capital qui est accumulé dans le régime. Donc, à gauche, on a la fréquence du nombre d'interventions du gouvernement, donc du nombre de détresse financière. Et évidemment, plus on a de capital initial investi, moins on a d'interventions potentielles. Et évidemment, à l'inverse, si on met un montant, plus on met un montant bas, initialement en termes de capitalisation, donc on va avoir des renflouements constants et des montants qui peuvent être extrêmement importants en fonction des catastrophes qu'on pourrait vivre dans le futur. Donc, certains éléments de discussion, j'ai 2-3 diapos, j'ai 19 minutes. Donc, premièrement, cette société de la couronne, je juge que c'est un levier extrêmement puissant qu'on pourra se doter au Canada, donc que ce soit pour la gestion financière des inondations ou des autres désastres. Donc, ici, d'un point de vue gestion financière, on favorise la mise en commun des risques, donc la diversification aussi à travers le Canada, donc qui va permettre justement d'atténuer la volatilité.
dépolitiser le rétablissement post-sinistre. Donc, ça pourrait être un rôle important de cette Société de la Couronne, encourager les meilleurs comportements, idéalement en ayant une tarification qui est proportionnelle avec le risque. Autonome, viable, c'est évidemment ce qu'on va viser le plus possible parce que dans le fond, ça va minimiser justement la politisation de cette société-là. Et on la veut d'abord et avant tout assez flexible. Donc, si on a une province qui veut garder son propre programme d'aide financière, une autre province qui veut embarquer dans plus près avec les assureurs pour pouvoir gérer, dans le fond, les inondations et se désengager de son propre programme provincial d'aide financière, mais ça pourrait être faisable. Donc, ça tient compte ici du rôle de chacune des provinces dans la gestion financière des inondations. Rapidement, en termes de discussion, je pense qu'il faudrait vraiment revoir le financement des ARFCC. Donc, les ARFCC, c'est une forme de soutien financier auprès des provinces quand on a des catastrophes qui sont importantes. Et actuellement, il est payé à 100% par les contribuables canadiens. Donc, les provinces ne payent pas nécessairement une cotisation aux ARFCC qui serait une prime qui serait proportionnelle au niveau de risque. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait, selon moi, être fait pour encourager la prise de meilleurs comportements par les provinces. Et ça, la Société de la Couronne offre un outil important pour pouvoir capitaliser, dans le fond, les ARFCC, donc réformer, dans le fond, le financement des ARFCC. Ce qu'on espère, c'est qu'en revoyant ça, ça pourrait aussi aider à corriger certains des aléas, problèmes d'aléas moraux qui existent au Canada. Comme je dis, la relation fédérale et les provinces. Donc, si on a des provinces qui ne cotisent pas à un programme de réassurance comme les ARFCC. Donc, le signal ici de prix ou de coût est manquant et donc n'encourage pas nécessairement à prendre des bonnes décisions de risque. Pour pouvoir s'y rendre, éventuellement, il faut collecter plus d'informations, générer les données qui sont importantes. Comme je disais, les modèles d'inondation que Sécurité publique Canada va utiliser dans le groupe de travail, ce sont tous des modèles qui sont générés à l'extérieur du pays. Donc, ça vient de consultants externes. Donc, ça serait bien qu'on puisse avoir cette vision-là cohérente, cette modélisation cohérente du risque au Canada, avec la même résolution, la même méthodologie partout, et c'est ce que les assureurs ont besoin. Bon, à long terme, évidemment, on pourrait penser revoir le rôle du fédéral, accroître la participation des assureurs et peut-être potentiellement même des municipalités au partage des coûts. J'ose espérer qu'éventuellement, on pourra uniformiser la protection qui est offerte entre refoulement d'égouts et débordement de cours d'eau. Donc, actuellement, les assureurs aimeraient beaucoup que le gouvernement s'occupe seulement de débordement de cours d'eau et que les assureurs conservent le refoulement d'égouts, alors que très souvent, c'est difficile de distinguer les deux. Et ce que je crains, c'est que les assureurs pèlent dans le cours du fédéral constamment pour dire « Ah, ça, c'est un refoulement, alors que c'est un débordement de cours d'eau, etc. » Donc, on a cette mésentente entre les deux. Donc, en uniformisant les protections, ça serait pour, évidemment, le bénéfice de tous. Puis en termes de participation, ce que je m'attendrais en termes de sources de financement, donc vraiment distinguer le fédéral, province et des propriétaires résidents. Donc, je voudrais que le fédéral s'occupe, qui est de mettre en place la Société de la Couronne et aussi avoir son propre programme de subvention et de plafonnement des primes avec les provinces. Donc, on ne veut pas que la tarification et l'abordabilité soient intrinsèquement liées. Donc, la Société de la Couronne doit vivre par elle-même d'un point de vue actuariel. Et si le gouvernement trouve que les primes sont trop élevées, c'est au gouvernement à arriver avec un programme de subventionnement. Ce n'est pas à la Société de la Couronne de faire des déficits actuariels. Okay? Donc, il faut que d'un point de vue actuariel, ça puisse demeurer autonome et viable à long terme. Éventuellement, il faudrait penser à qui paye justement ces fameuses primes subventionnées. Donc, probablement les propriétaires. On le paye tous de toute façon indirectement. Le PGAF, on le paye avec les impôts. Même chose avec les ARFCC. Donc, ça pourrait être à revoir. Bon, je vais arrêter maintenant. J'ai déjà 23 minutes. Donc, ce qui nous amène au dîner, de toute façon. Non, la période des questions avant. Période des questions. Merci. Oui, on a un beau 2-3 minutes pour des questions, commentaires, rétroactions dans la salle à distance. Moi, je vous ai une question rapide, si je peux me permettre. Les modélisations dont tu parlais, là, qui viennent de l'extérieur, oui. On parlait de modélisation hydraulique, qui sont faites? Plus à large échelle, donc ce n'est pas de type. Je ne connais pas clairement pas dans les autres, mais ce n'est pas
un peu plus à large échelle. Donc, ce n'est pas de type ECRAS, mais vraiment plus comme donc, l'ISCLOD, mettons. Ouais, Donc, plus à large échelle. Puis là, il y a des besoins de ce côté-là au Canada pour avoir des modèles qui sont faits ici ou les modèles, est-ce que c'est parce que les modèles qui viennent de l'extérieur sont. Ben, moi, je trouve que d'un point de vue évidemment d'autonomie puis même de sécurité nationale, on devrait avoir nos propres experts qui sont impliqués dans le design de ces modèles-là. Donc, le Canada, géographiquement, en termes de superficie, c'est super grand. L'Europe, il me rentre une bonne partie dans le Canada. On a nos dynamiques quand même d'inondation qui sont différentes au Québec, Ontario et dans l'ouest du pays. Donc, d'inclure justement des enjeux liés, par exemple, aux inondations par en bas, puis s'assurer qu'on a une expertise justement qui tient compte des enjeux locaux d'inondation dans cette modélisation-là. Moi, je trouverais ça super important, alors qu'actuellement, principalement, c'est JBA et Catris qui fait la modélisation au pays. Donc, on parle de Londres, Texas, puis on se parle ailleurs en Europe là, en termes de où la modélisation se fait. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que je pousse beaucoup pour qu'on puisse développer quelque chose au Canada. Là, si on pourrait voir avec un réseau de chercheurs, par exemple, ou avec d'autres entreprises là, pour bâtir cette modélisation-là. Parce que justement, les assureurs, dans le fond, c'est ce qu'ils utilisent. C'est ce qu'on avait besoin aussi, parce que justement, ce besoin-là d'avoir quelque chose qui est cohérent partout sur l'ensemble du pays, c'est super important. Je peux me permettre après, une fois qu'il y a la modélisation qui existe, le passage vers les coûts, c'est des courbes de dommages que vous utilisez? Oui, donc il y a une modélisation de vulnérabilité qui est faite du point de vue du consultant. Donc, c'est clair qu'il y aurait un peu plus de travail qui pourrait être fait si on en connaissait un peu plus sur la dynamique des dommages. Mais en gros, avec les caractéristiques, par exemple, liées à la présence de sous-sol, hauteur du premier plancher, on n'a pas. Donc, l'évaluation des dommages a été faite aussi par le consultant. Donc, nous, on venait vraiment après là, pour les questions plus financières et actuarielles de design de programme. J'imagine que les cours de dommages sont assez vernaculaires, ils ne sont peut-être pas les mêmes au Québec qu'en. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Puis ça, je pense que ça fait partie de l'enjeu de collecte et de création de données. C'est tout ce qui est lié à l'exposition, l'aléa, la vulnérabilité. On a un rattrapage à faire. Encore une fois, il faut que ce soit cohérent partout au pays. Même si il y a des initiatives qui se font dans les provinces, dans les municipalités, c'est cette cohérence-là dans l'ensemble du pays qui est quand même importante. Parfait. Une dernière question, commentaire? Oui, merci beaucoup de ta présentation. Qu'est-ce qu'il y en est des régions au nord? Tu as parlé de 10 provinces à un moment donné, mais je présume qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Première Nation, Inuit et le reste. Oui, bien ça faisait partie de façon intégrale des discussions avec le groupe de travail. Donc, il y a certains consultants qui n'avaient pas de modélisation au nord du 60e parallèle, donc pour les territoires canadiens, alors que d'autres en avaient. Donc, ça a été discuté, ça a été intégré dans les travaux du groupe de travail. Mais pour le moment, justement, ce qu'on a avec Catris, on s'est concentré avec la modélisation des distances. Ce n'est pas nécessairement facile non plus au nord du 60e. Parfait, merci beaucoup, Mathieu. Ce qui termine les deux blocs de cet avant-midi, on a eu deux blocs, un qui portait sur la caractérisation de l'aléa plus, puis ensuite un bloc qui portait plus sur les conséquences, les fardeaux, conséquences émotionnelles, fardeaux financiers et fardeaux administratifs. Je tiens à vous remercier, là, celles qui ont présenté, d'avoir bien respecté le temps. Je n'ai pas eu trop de gestion à faire. Puis je tiens aussi à souligner qu'on a eu plusieurs présentations étudiantes ce matin de très grande qualité.